Maman, sers-nous encore un peu de vin, a dit mon fils d'un ton détaché, alors que je me sentais déjà comme une domestique à sa propre table. C'est à cet instant que mon téléphone a vibré dans ma poche avec ce message anonyme. Levez-vous, partez tout de suite, votre vie en dépend. En croisant le regard froid de Soline, j'ai compris que le danger n'était pas dehors, mais assis juste en face de moi. Je m'appelle Evelyne, j'ai 60 ans, et j'étais cette mère dévouée qui pensait avoir tout sacrifié pour le bonheur des siens. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai dû transformer ma douleur en une vigilance absolue pour rétablir l'ordre. Avant de continuer, abonnez-vous pour découvrir la suite. Dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà senti que votre propre sang pouvait devenir votre pire ennemi? Tandis que les éclats de rire de Soline résonnaient dans la pièce, rebondissant contre les murs lisses de cette villa contemporaine que j'avais moi-même aidé à financer, un sentiment d'étrangeté absolue s'est emparé de moi. Je n'étais plus une mère, ni même une invitée. J'étais devenue une étrangère, une silhouette grise et silencieuse que l'on tolérait à peine entre deux plaisanteries mondaines. C'est à cet instant précis que mon téléphone a vibré contre ma cuisse. Un tressaillement discret mais impérieux. Je l'ai glissé hors de ma poche avec une prudence de voleuse, le dissimulant sous la nappe de lin blanc, m'attendant à une notification banale, peut-être un rappel pour un rendez-vous médical ou un message sans importance d'une connaissance de mon quartier de Dijon. Mais ce que j'ai lu m'a frappé avec la violence d'un coup de fouet en plein visage. 3 phrases, sèches, glaciales. Levez-vous. Partez tout de suite. Ne dites rien à votre fils. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Les lettres sur l'écran semblaient danser, floues, comme si mon propre appareil refusait de porter une telle menace. Qui pouvait bien m'envoyer un avertissement aussi brutal? Le numéro n'apparaissait pas, masqué derrière un anonymat malveillant. J'ai relevé la tête, le souffle court. Benoît riait aux éclats, suspendu aux lèvres de Soline qui narrait une anecdote insignifiante avec ce brio superficiel que je lui connaissais trop bien. Personne ne semblait remarquer le séisme qui venait de se produire en moi. Pourtant, mes mains, posées à plat sur le tissu, ne pouvaient s'empêcher de trembler. J'ai rangé l'appareil avec une lenteur mécanique, m'efforçant de garder mon masque de « grand-mère tranquille ». Mais chaque seconde supplémentaire passée à cette table me donnait l'impression d'être assise sur une poudrière dont la mèche venait d'être allumée. J'ai esquissé un sourire de façade quand mon petit-fils m'a réclamé un morceau de pain. Mes gestes étaient précis, couper la miche, poser la corbeille, reprendre ma place. Mais à l'intérieur, une question lancinante me dévorait le cerveau. Quel danger pouvais-je bien courir ici, dans la demeure de mon propre fils? Depuis le décès de mon mari, il y a 7 ans, j'avais transformé ma vie en un sacrifice permanent pour cette famille. Mon temps, mes économies, ma tendresse la plus sincère, j'avais tout donné. Lorsque Benoît et Soline avaient jeté leur dévolu sur cette villa à la périphérie de Dijon, c'est vers moi qu'ils s'étaient tournés. J'avais versé 55 000 €, le fruit de décennies de labeur patient à la médiathèque de quartier, pour constituer leur apport. À l'époque, les promesses coulaient comme du miel. J'aurais toujours ma place ici, ce serait ma seconde maison. La réalité s'était avérée bien plus aride. Ma place était réduite à celle d'une gouvernante non rémunérée, d'une cuisinière de l'ombre, d'une vieille femme que l'on garde dans un coin par habitude mais que l'on n'écoute jamais vraiment. Le SMS brûlait ma poche, comme un charbon ardent. Une voix intérieure, instinctive, me suppliait de me lever et de fuir, comme on s'échappe d'un bâtiment en flammes. Pourtant, mes jambes restaient de plomb. Et si ce n'était qu'une farce cruelle? Ou pire, une mise en scène destinée à me faire passer pour folle? Soline, avec ses sourires mielleux qui ne montaient jamais jusqu'à ses yeux, n'avait-elle pas déjà insinué à plusieurs reprises que je commençais à perdre la tête, que l'âge altérait ma perception des choses? Pour me donner une contenance, j'ai porté mon verre d'eau à mes lèvres. C'est alors que mon regard s'est posé sur le dressage de la table, et un détail insignifiant m'a soudain frappé comme une gifle physique. À côté de mon assiette, le couvert était incomplet. Il manquait le couteau à viande, et ma serviette n'était pas repassée avec le même soin que celle des autres. C'était une minuscule omission, un détail qui serait passé inaperçu pour n'importe qui d'autre, mais pour moi, c'était le symbole de mon effacement programmé. Comme si, dès le départ, ma présence avait été jugée accessoire, déjà amputée. Une seconde vibration a secoué ma poche. Cette fois, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter.
Faites confiance. Votre vie en dépend. Le choc a été tel que j'ai lâché ma fourchette. Elle a heurté la porcelaine avec un tintement cristallin qui a semblé durer une éternité. Benoît a levé les yeux vers moi, un pli d'agacement barrant son front. Tout va bien, maman. Tu es bien maladroite ce soir. J'ai aussitôt plaqué un sourire forcé sur mes lèvres, une grimace que j'espérais convaincante. Oui, oui, pardonne-moi. C'est juste la fatigue du trajet, j'imagine. Soline a haussé les épaules d'un air méprisant, se tournant déjà vers sa belle-sœur pour poursuivre leur conversation. Ils n'ont pas vu mes doigts se crisper sur la nappe jusqu'à ce que mes phalanges blanchissent. Dans mon esprit, la panique et une lucidité brutale se livraient une bataille acharnée. Avais-je été à ce point aveugle? Depuis des mois, les anomalies s'accumulaient. Benoît me demandait de signer des formulaires obscurs sous prétexte de simplifier les démarches administratives. Soline, elle, revenait sans cesse sur la nécessité pour les retraités d'avoir une assurance vie, solide, pour éviter les complications futures. Mon rythme cardiaque s'est emballé, au point que je craignais qu'ils n'entendent les battements sourds de ma poitrine. Baissant les yeux pour fuir leur regard, j'ai saisi ma serviette. Prétextant un besoin soudain d'aller chercher du sel à la cuisine, je me suis enfin levée. Personne n'a tenté de me retenir. Pas un regard ne m'a accompagnée. Une fois la porte battante franchie, loin de leur surveillance, j'ai sorti mon téléphone. Mes yeux ont dévoré une nouvelle fois ces mots terrifiants. Votre vie en dépend. Une sueur glacée a perlé à la base de ma nuque. Était-ce une paranoïa galopante ou la vérité nue qui m'éclatait à la figure? Je me suis souvenu d'une discussion entendue quelques jours plus tôt. Ma voisine, une ancienne infirmière, m'avait parlé d'un drame survenu dans une commune voisine. Une dame âgée était décédée brutalement après une chute dans l'escalier, juste après avoir légué ses biens à sa belle-fille. J'avais frissonné à l'époque. Ce soir, ce souvenir m'a paralysé. La décision a été prise en une fraction de seconde. J'ai déposé ma serviette sur le plan de travail en granit, j'ai attrapé mon sac à main suspendu à la poignée de la porte et sans un bruit, sans un adieu, j'ai quitté la maison par l'entrée de service. Mes pas résonnaient sur l'allée pavée avec la précipitation d'une fugitive. Le ciel de Dijon s'était paré d'un noir d'encre. Les réverbères projetaient une lumière jaunâtre, presque maladive, sur le bitume. J'ai inspiré une grande bouffée d'air froid, sentant mes poumons se desserrer pour la première fois de la soirée. Chaque inspiration me semblait être un sursis que l'on m'accordait. J'ignorais tout de mon mystérieux protecteur. J'ignorais encore à quelle horreur je venais d'échapper. Mais une certitude s'ancrait en moi, froide et tranchante comme une lame. Quelqu'un, quelque part, souhaitait ma disparition. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti une force nouvelle irriguer mes muscles. C'était la peur muée en une vigilance de prédateur. J'étais cette veuve que l'on croyait soumise, brisée par la solitude, mais j'étais sur le point de déchirer le voile des mensonges. Je marchais d'un pas vif dans les rues désertes, le claquement de mes talons sur le pavé résonnant comme des coups de marteau dans le silence de la nuit. Mon sac battait contre ma hanche, marquant le rythme de ma fuite. Chaque mètre parcouru m'éloignait de cette villa qui, une heure plus tôt, représentait encore mon ancrage familial. Désormais, elle n'était plus qu'une cage dorée, un piège dont je m'étais extraite par un miracle anonyme. J'ai bifurqué à droite, vers une petite place baignée par l'éclat d'une vitrine de boulangerie fermée. Sous cette lumière de sécurité crue, je me suis arrêtée, tentant de calmer les battements erratiques de mon cœur. Le silence autour de moi était total, à peine troublé par le bruissement des feuilles mortes et le vrombissement lointain d'une voiture sur l'autoroute A31. J'ai ressorti mon téléphone. L'écran brillait, fantomatique, dans l'obscurité. Pas de nouveaux messages. L'expéditeur restait une énigme. Qui pouvait bien veiller sur moi avec une telle assiduité? J'ai immédiatement pensé à Gérard, mon ancien collègue de la médiathèque devenu notaire. Il avait toujours conservé un regard bienveillant sur moi, presque protecteur. Mais pourquoi aurait-il agi de façon aussi cryptique? À moins que l'avertissement ne vienne de plus près encore, de quelqu'un infiltré dans l'intimité même de cette famille. Un voisin, un ami commun, ou, l'idée m'a fait tressaillir, l'un de mes propres petits-enfants qui aurait surpris une conversation qu'il n'aurait jamais dû entendre. J'ai resserré les pans de mon manteau contre moi et j'ai repris ma route. Mon appartement ne se trouvait qu'à une quinzaine de minutes de marche. Mais désormais, chaque recoin d'ombre,
Chaque silhouette mouvante dans les jardins de banlieue me semblait porter une menace latente. Arrivé devant mon immeuble, j'ai glissé ma clé dans la serrure avec des doigts si tremblants que le métal a cliqueté contre le barillet. La porte s'est ouverte avec sa lourdeur familière, protectrice. Enfin, j'étais dans mon sanctuaire. J'ai posé mon sac sur la table de l'entrée et je me suis effondré dans le fauteuil près de la fenêtre. Le silence de mon petit deux-pièces contrastait violemment avec le brouhaha hypocrite de la soirée. J'ai retiré mes chaussures, massant mes chevilles endolories, et j'ai pris une profonde inspiration. Mais l'angoisse ne me quittait pas, elle semblait coller à ma peau comme une seconde couche invisible. J'ai rallumé mon téléphone une dernière fois. Les 2 messages étaient toujours là, preuve irréfutable que je n'avais pas rêvé. Levez-vous, partez tout de suite. Puis, faites confiance. Votre vie en dépend. En les relisant, l'évidence s'est imposée à mon esprit analytique d'ancienne bibliothécaire. Ce n'était pas une plaisanterie de mauvais goût. Ces mots portaient en eux la gravité d'un avertissement vital. Je le sentais au plus profond de mes entrailles. Mon esprit s'est alors mis à remonter patiemment le fil des derniers mois. Benoît, mon fils que j'avais tant chéri, s'était métamorphosé depuis son union avec Soline. Elle possédait cette élégance glacée, ces manières raffinées qui masquaient un esprit sec et calculateur. Dès leur première rencontre, elle avait érigé des barrières invisibles autour de lui, me faisant comprendre que je n'étais qu'un vestige encombrant du passé. Peu à peu, Benoît s'était dissous dans son univers à elle. Il ne sollicitait plus mon avis, ne riait plus de nos vieilles blagues. Il ne m'adressait plus la parole que pour des questions d'argent. Toujours l'argent. C'était le point de friction, la plaie jamais refermée. Lorsque j'avais vendu l'appartement familial après la mort de mon mari, j'avais injecté une part colossale du prix de vente pour les sortir de l'impasse. Je n'avais rien demandé en retour, si ce n'est de rester présente pour les petits. Mais récemment, Soline était revenue à la charge concernant mon assurance vie. C'est la norme à votre âge, Evelyne, pour éviter les tracas successoraux, m'avait-elle glissé avec une sollicitude de façade. Elle avait même insisté pour m'escorter chez le banquier. Et puis, il y avait eu ce document étrange que Benoît m'avait tendu il y a 3 semaines. Juste une formalité administrative pour la succession, maman. Je n'avais pas signé. Un vieil instinct de survie, une méfiance sourde m'avait retenu. Ce soir, ce pressentiment prenait une dimension tragique. Je me suis levé d'un bond. Je suis allé chercher mon vieux coffret métallique, celui que je gardais précieusement. Je l'ai posé sur la table, j'ai composé le code de la serrure d'une main ferme et j'ai commencé à exhumer mes dossiers. Mon acte de propriété, mes relevés de compte, mon testament rédigé il y a des années chez un notaire de confiance. Tout était là. J'ai aligné ces documents sur la table comme autant de preuves, prête à livrer une bataille que je n'avais pas choisie, mais que j'étais bien décidé à remporter. Si quelqu'un orchestrait ma chute, cela ne pouvait être lié qu'à cette liasse de documents posés devant moi. Mais pourquoi avoir choisi ce soir précis pour agir? Une pensée atroce m'a traversé l'esprit, une intuition glacée qui m'a fait frissonner malgré la tiédeur de mon salon. Et si, durant ce dîner chez Benoît, un acte irréversible avait été planifié? Un geste furtif, un verre de vin trafiqué, un accident domestique que l'on aurait fait passer pour une banale tragédie de la vieillesse. Je revoyais avec une acuité maladive ce couvert manquant à ma place. Ce couteau à viande absent, ce détail qui m'avait paru insignifiant mais qui se révélait être un aveu. Était-ce un oubli ou le signe que je n'étais pas destiné à utiliser mes couverts comme les autres convives? Un frisson de dégoût a parcouru mon échine. Je me suis levé d'un bond pour rejoindre l'évier. J'ai saisi la carafe d'eau dont j'avais bu le contenu au dîner et j'ai vidé le reste du liquide dans le siphon. J'ai regardé l'eau s'écouler dans un tourbillon bruyant, emportant avec elle mes dernières certitudes. Et si l'eau elle-même avait été altérée? Ma gorge s'est serrée instantanément. Non, je ne devais pas sombrer dans une paranoïa stérile, mais je ne pouvais plus non plus écarter aucune possibilité, aussi monstrueuse soit-elle. Soudain, un bruit sec a déchiré le silence de l'appartement. 3 coups rapides, autoritaires, contre le bois de ma porte d'entrée. J'ai sursauté violemment, le cœur battant à tout rompre. Qui pouvait bien venir frapper à ma porte à une heure aussi tardive? Je n'attendais personne. Je suis resté figé, retenant mon souffle au point d'en avoir mal aux poumons. Puis, un silence pesant, presque tangible, a repris possession du palier.
Je me suis approché à pas feutrés, collant mon œil au Judas. Rien. Personne dans le champ de vision, seulement l'ombre mouvante de la cage d'escalier plongée dans une pénombre inquiétante. Pourtant, j'étais certaine d'avoir entendu. J'ai reculé, verrouillé à nouveau la porte à double tour et j'ai senti une nausée monter. Je suis allé m'asseoir dans le salon, allumant la lampe pour chasser les ombres. La pièce s'est éclairée d'une lueur tamisée, mais rien ne semblait pouvoir calmer la tempête qui grondait sous mon crâne. J'ai saisi mon téléphone, hésitant à composer le numéro de la police. Mais que leur dire? Que j'avais reçu 2 SMS anonymes et entendu frapper à ma porte. Ils me prendraient pour une femme âgée et confuse, une proie facile pour les sarcasmes. Au lieu de cela, j'ai écrit un message à Gérard, mon ancien collègue de la médiathèque devenu maître Vasseur. Urgent, besoin de vous parler demain. Très important. Sa réponse a été presque immédiate, comme s'il veillait lui aussi. Bien sûr, 10 heures à l'étude. Un immense soulagement m'a envahi. Au moins, une personne fiable, un homme de loi, saurait m'écouter sans me juger. J'ai rangé mes dossiers dans mon coffre, vérifié une énième fois mes verrous et j'ai tenté de trouver le repos. Mais le sommeil est resté un mirage. Allongé dans le noir, j'entendais encore les rires étouffés de Soline, le ton sec et impatient de Benoît, le bip discret de mon téléphone, et toujours cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Votre vie en dépend. Les heures se sont étirées, glaciales, jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube ne viennent effleurer mes rideaux. Je me suis levé, les traits tirés et les yeux cernés par l'insomnie, mais habité par une résolution nouvelle. Aujourd'hui, j'allais traquer la vérité. J'étais veuve, certes, mais je n'étais pas encore vaincue. Et si quelqu'un s'imaginait pouvoir m'effacer d'un trait de plume ou d'un geste lâche, il allait découvrir qu'à 60 ans, une femme lucide possède des ressources insoupçonnées. Je me suis habillée avec un soin méticuleux, choisissant mon manteau bleu marine, celui que j'avais acquis peu après le décès de mon mari. À l'époque, j'avais l'illusion qu'une apparence impeccable suffirait à me protéger du vide immense qu'il avait laissé. Dans le miroir de l'entrée, mon visage m'a semblé plus sévère, presque dur. Les poches violacées sous mes yeux témoignaient de ma nuit blanche, mais mon regard était d'une fixité absolue. Je suis arrivé à l'étude de maître Vasseur, rue de la Liberté, avec 15 minutes d'avance. Cet immeuble ancien aux boiseries cirées et à l'escalier en pierre de Bourgogne avait toujours exercé sur moi un effet apaisant. C'était un sanctuaire où le désordre de la vie était mis en cage par la rigueur du droit. À l'accueil, la secrétaire m'a adressé un sourire poli et professionnel. Maître Vasseur vous attend, Madame Beaulieu. Je suis entré dans son bureau. Gérard a immédiatement levé les yeux de son écran. Il s'est levé pour venir me serrer les mains avec une chaleur sincère. Ses tempes avaient blanchi, mais son regard restait le même, attentif, précis, et aujourd'hui, légèrement teinté d'inquiétude. Evelyne, a-t-il dit en m'invitant à m'asseoir. Il m'appelait toujours par mon prénom, une marque de notre vieille complicité. Qu'est-ce qui vous préoccupe au point de m'écrire si tard? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé mon téléphone sur son bureau massif. Je lui ai montré les 2 messages reçus la veille. Il les a lus avec une concentration extrême, ses lèvres se pinçant au fur et à mesure de sa lecture. Qui pourrait bien vous envoyer des avertissements d'une telle gravité? A-t-il demandé en relevant la tête. Je l'ignore totalement, Gérard. Mais hier soir, j'étais à Dijon pour dîner chez Benoît et Soline, et mon instinct me crie que ce n'est pas une coïncidence. Je lui ai raconté la soirée dans ses moindres détails, l'atmosphère glaciale, le couvert incomplet, l'eau que je n'avais pas osé boire et cette sensation physique qu'un étau se resserrait autour de moi. Gérard est resté silencieux un long moment, ses doigts croisés sous son menton, réfléchissant intensément. Puis, il s'est levé pour fouiller dans une armoire de classement et en est revenu avec un dossier beige. J'allais justement prendre contact avec vous, Evelyne, a-t-il déclaré avec une gravité qui m'a glacé le sang. Votre fils, Benoît, est venu me voir il y a quelques semaines. Mon estomac s'est noué douloureusement. Benoît, mais pour quelle raison? Pour s'enquérir de vos dispositions testamentaires. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La trahison prenait enfin une forme concrète. Mes dispositions? Mais tout est déjà réglé depuis des années, Gérard. Tu sais parfaitement que j'ai prévu un partage strictement équitable entre Benoît et Camille. Precisement.
Il souhaitait savoir s'il existait une voie légale pour révoquer la part réservée à sa sœur, afin que l'intégralité du patrimoine revienne à sa propre famille. Je suis restée muette, la gorge enserrée dans un étau invisible. Camille vivait à Lyon. Elle était physiquement éloignée mais son cœur était toujours près du mien. Elle m'appelait chaque semaine, ne manquait jamais mon anniversaire. Elle n'avait jamais rien demandé, jamais rien exigé. Et voilà que mon propre fils cherchait à l'évincer. Gérard a poursuivi son récit, sa voix n'étant plus qu'un murmure professionnel. Je lui ai rappelé avec fermeté que la réserve héréditaire en France est un rempart infranchissable pour protéger les enfants. On ne peut déshériter l'un au profit de l'autre de manière arbitraire. Mais il a insisté. Soline était à ses côtés, et c'est elle qui posait les questions les plus techniques, les plus agressives. J'ai fermé les yeux. Tout s'emboîtait désormais avec une clarté terrifiante. Les sourires de façade, l'insistance sur l'assurance vie, cette froideur qui s'était installée comme un brouillard entre nous, et maintenant ces messages anonymes. Peut-être qu'une âme charitable dans leur entourage avait eu pitié de moi et tenté de m'arracher à ce sort funeste. Gérard, ai-je murmuré d'une voix tremblante. Je crois qu'ils envisagent sérieusement de me faire disparaître. Le silence qui a suivi était lourd, étouffant. Gérard a fini par hocher lentement la tête. Je ne veux pas vous alarmer inutilement, Evelyne, mais c'est une hypothèse que nous devons traiter avec le plus grand sérieux. D'autant plus que j'ai découvert autre chose par mes propres canaux. Benoît a récemment contracté plusieurs crédits à la consommation pour des montants très importants. Officiellement, c'était pour financer des travaux dans leur villa, mais aucune déclaration de chantier n'a été enregistrée en mairie. Une sueur froide a glissé le long de ma colonne vertébrale. Mon fils s'enfonçait dans une spirale de dette, ma belle-fille perdait patience, et moi, je n'étais plus à leurs yeux qu'une ressource financière, vivante ou morte. J'ai posé mes mains à plat sur le bureau, cherchant un appui tangible. Que dois-je faire, Gérard? Aidez-moi. Premièrement, nous allons vérifier que tous vos titres de propriété et contrats sont en sécurité et qu'aucune signature n'a été apposée à votre insu. Deuxièmement, nous allons mettre en place une mesure de protection, un mandat de protection future, pour que vous gardiez un contrôle absolu sur vos décisions. Et troisièmement, soyez d'une prudence extrême lors de vos prochains contacts avec eux. J'ai acquiescé. Une partie de moi hurlait de douleur, avait envie de courir jusqu'à leur villa pour secouer Benoît, pour lui rappeler qu'il était mon fils, ce petit garçon blond aux joues rondes qui collectionnait les billes dans la cour d'école. Mais une autre partie de moi, celle qui avait survécu à bien des épreuves, savait que ce fils-là n'existait plus. Il n'était plus qu'un homme façonné par l'avidité de Soline, dévoré par un appétit d'argent qui annihilait toute morale. Gérard m'a tendu un stylo d'un geste solennel. Signé ici, Evelyne. Cela confirmera qu'aucune modification de vos dispositions ne pourra être faite sans un entretien en tête-à-tête avec moi. Je garderai une copie scellée dans mon coffre. J'ai signé. Ma main tremblait légèrement, mais ma détermination était sans faille. En reposant le stylo, j'ai senti une énergie froide m'envahir. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus une proie passive. Je devenais l'architecte de ma propre survie. En quittant l'étude, l'air vif de Dijon m'a cinglé le visage. Le ciel était bas, d'un gris d'acier, mais je marchais la tête haute. Pourtant, une image me hantait, le regard calculateur de Soline. Jusqu'où était-il prêt à aller pour obtenir ce qu'il convoitait? Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée au marché pour acheter quelques pommes, du pain frais et un morceau de comté. Des gestes simples pour me prouver que j'étais encore bien vivante. Mais je n'ai pu m'empêcher de noter un détail perturbant. En traversant la place, j'ai eu la certitude d'être suivie. Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un manteau sombre, se tenait à quelques mètres de moi. À chaque fois que je m'arrêtais devant un étal, il feignait de s'intéresser à autre chose. Mais ses yeux glissaient vers moi avec une insistance malsaine. Mon pouls s'est accéléré. Était-ce une simple coïncidence ou le signe que la menace s'était rapprochée de mon domicile? Je suis rentré chez moi précipitamment, les bras chargés de provisions, mais mon esprit était bien trop encombré pour sentir le poids des sacs. En poussant la porte de mon appartement, j'ai jeté un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule. L'homme au manteau sombre avait disparu, avalé par la foule des passants. Le malaise, lui, était resté, niché dans mon estomac comme un bloc de glace. J'ai posé mes achats sur la table,
J'ai chaussé mes lunettes et j'ai commencé à réexaminer mes papiers, une fois de plus. Chaque acte de propriété, chaque relevé de compte était devenu une preuve de ma vulnérabilité. J'ai tout rangé avec une précision méticuleuse, puis j'ai décidé d'agir. Si l'on cherchait à m'effacer, je devais laisser des traces indélébiles de ma vigilance. J'ai pris une feuille et j'ai écrit une lettre à Camille, ma fille, à Lyon. Ma chérie, si jamais il m'arrive quoi que ce soit d'inhabituel, sache que tous mes documents importants sont sous la garde de maître Vasseur. Ne crois jamais à la thèse d'un accident banal. Je t'aime. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe, bien décidé à l'envoyer en recommandé dès le lendemain. Cette pensée m'a apporté un maigre réconfort. La nuit est tombée brusquement. J'ai dîné seul d'une pomme et d'un peu de fromage, mais le moindre craquement dans le couloir me faisait sursauter. Le passage d'un voisin, le ronronnement de l'ascenseur, tout était devenu suspect. J'ai verrouillé ma porte à double tour, tiré les rideaux et je me suis installé dans mon fauteuil, un vieux plaid sur les genoux, attendant que l'obscurité me livre ses prochains secrets. Je me forçais à fixer les pages de mon roman, mais les lignes de texte semblaient se brouiller, remplacées par l'image obsédante des yeux de Soline, ces deux billes d'un bleu délavé, aussi froides que le marbre de sa villa. Le silence de mon appartement de Dijon, d'ordinaire si apaisant, pesait désormais sur mes épaules comme une chape de plomb. Vers 23 heures, épuisé par une tension que je ne pouvais plus réprimer, je décidai enfin de gagner ma chambre. C'est à cet instant précis que mon téléphone a vibré. Un nouveau message. Le même numéro masqué. Je sentis mes mains devenir moites, une sueur froide perlant instantanément sur mes tempes avant même que j'aie déverrouillé l'écran. Vérifiez votre porte d'entrée. Quelqu'un a essayé d'entrer. Je bondis de mon fauteuil, la gorge sèche, le cœur tambourinant violemment contre mes côtes. Je me dirigeai vers l'entrée, chaque craquement du parquet sonnant comme une détonation dans le calme nocturne. Je m'arrêtai devant le panneau de chêne massif. Effectivement, la clé que j'avais pris l'habitude de laisser en position strictement verticale dans la serrure intérieure avait bougé. Elle pendait désormais de travers, légèrement inclinée, comme si une force extérieure avait tenté de la faire pivoter ou de l'expulser. Un vertige m'a saisi. On observate. On connaissait mes habitudes. Quelqu'un s'était glissé dans l'ombre de mon propre palier pour violer mon intimité. Je collai mon dos au mur froid, cherchant un appui tandis que mes jambes menaçaient de se dérober. La panique a failli m'engloutir, mais une colère glacée, plus tranchante que la peur, a fini par l'emporter. Je retournai dans le salon d'un pas déterminé. J'attrapai un stylo et un bloc-notes. Je notai l'heure exacte, le contenu mot pour mot du message, et le détail précis de l'inclinaison de la clé. Je refusais de laisser ces indices s'évaporer. S'il croyait pouvoir me réduire au silence par la terreur, il commettait une erreur stratégique monumentale. Je n'étais plus la proie, je devenais l'archiviste de leur chute. Cette nuit-là, le sommeil fut un territoire interdit. Chaque craquement de la structure de l'immeuble, chaque souffle de vent s'engouffrant dans la cheminée me paraissait être le prélude d'une intrusion. Ce n'est qu'à 4 heures du matin que je finis par m'assoupir, recroquevillé dans mon fauteuil, la lampe du salon allumée comme un rempart dérisoire contre l'obscurité. Dès l'aube, je contactai maître Vasseur. Je lui racontai l'incident de la porte avec une précision chirurgicale. Sa voix au téléphone se fit immédiatement plus grave, presque solennelle. « Evelyne, vous ne pouvez plus rester seule dans cet appartement, » décréta Gérard. « Je vais prévenir un ami, le commissaire Roche, de manière informelle pour l'instant. En attendant, je vous en conjure, notez tout. Chaque anomalie, chaque mot, chaque geste suspect. Cela constituera un dossier inattaquable si jamais. » Il s'interrompit brusquement, mais je n'eus aucun mal à compléter sa pensée. Si jamais on tentait de m'effacer du monde des vivants. L'après-midi même, je pris le bus pour me rendre à un bureau de poste à l'autre bout de Dijon, loin de mon quartier habituel. Je voulais agir hors de leur champ de vision. Je postai ma lettre pour Camille, à Lyon, en recommandé avec accusé de réception. C'était ma police d'assurance. En sortant du bâtiment, je sentis de nouveau cette présence pesante. Cette fois, ce n'était plus l'homme au manteau sombre. À quelques mètres, une silhouette féminine, une jeune femme portant un sac rouge voyant, calquait ses pas sur les miens. Elle s'arrêtait devant les vitrines quand je ralentissais, consultait nerveusement son téléphone quand je me retournais. Je pressai le pas,
le cœur serré, m'engouffrant dans mon immeuble avec la hâte d'une bête traquée. Dans la cage d'escalier, le silence était total. Mais en gravissant les marches vers le 3e étage, mon regard fut attiré par un petit papier plié, déposé avec une intention évidente sur la première marche de mon palier. Je le ramassai, les doigts tremblants. Quelques mots y étaient griffonnés à la hâte. Ne buvez rien chez eux. Pas même l'eau. Mes jambes manquèrent de se dérober pour de bon. Ce n'était plus un SMS virtuel. C'était une preuve physique, une main anonyme et proche qui venait de s'immiscer dans ma réalité pour me sauver. Cela confirmait mes pires intuitions. Le dîner chez Benoît et Soline n'était pas seulement une corvée familiale, c'était un guet-apens. Je m'enfermai chez moi, verrouillant la porte à triple tour avant de m'effondrer à ma table. J'avais désormais la certitude absolue qu'il tramait quelque chose d'irrémédiable. Mais qui était cet allié de l'ombre? Un voisin compatissant? Un ancien ami? Ou quelqu'un de leur entourage immédiat, écœuré par la noirceur de leur projet? Je cachai mon visage dans mes mains. La trahison de mon fils, mon propre sang, me lacérait le cœur plus sûrement qu'une lame de rasoir. Pourtant, au milieu de cette dévastation émotionnelle, une force nouvelle cristallisait en moi, une détermination implacable. Il pensait s'attaquer à une vieille femme fragile, une cible facile que l'on manipule à sa guise. Ils oubliaient que j'avais survécu au deuil, aux humiliations silencieuses de Soline et à la solitude. On ne détruit pas si facilement une femme qui n'a plus rien à perdre que sa dignité. Je pris une décision irrévocable. Je ne fuirai plus. J'allais observer, collecter chaque preuve, décortiquer chaque mensonge. Et quand le moment serait venu, je frapperais avec la rigueur de la loi et la puissance de la vérité. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une nécessité pour rétablir l'ordre. Le lendemain, une pluie fine et persistante s'abattait sur Dijon, lavant les façades de pierre jaune et brouillant les silhouettes derrière les vitres embrumées des cafés de la place d'Arcy. Je sortis malgré le froid, mon manteau boutonné jusqu'au menton, armé de mon parapluie. Gérard m'avait conseillé de chercher des preuves tangibles de la déroute financière de Benoît. Il ne pouvait pas encore agir officiellement sans alerter mes adversaires, mais il m'avait soufflé une piste. Une vieille agence bancaire de la rue Magenta où j'avais, jadis, ouvert un compte joint pour aider mon fils à gérer son prêt étudiant. Ce compte dormait depuis des années, mais mon nom y figurait toujours en tant que cotitulaire. En pénétrant dans l'agence, l'odeur familière de papier ciré et de café brûlé me redonna un semblant de contenance. Une conseillère m'accueillit avec un sourire policé. « Madame Beaulieu, que puis-je faire pour vous ?» J'expliquai avec un calme olympien que je souhaitais simplement mettre à jour mes informations personnelles et consulter l'état de mes comptes. Elle pianota sur son clavier, fronça imperceptiblement les sourcils, puis s'absenta pour consulter un dossier physique. Lorsqu'elle revint, son attitude avait changé. Son regard était empreint d'une certaine gêne. « Vous êtes effectivement toujours cotitulaire d'un compte d'épargne avec monsieur Benoît Beaulieu, commença-t-elle. Je pensais que ce compte avait été clôturé, murmurai-je. Non, madame. Et il y a eu des mouvements significatifs ces derniers mois. Des virements importants, des prélèvements émanant de divers organismes de crédit. Je demandai un relevé complet. En parcourant les colonnes de chiffres, mon sang ne fit qu'un tour. 15 000 € ici, 10 000 là, des échéances massives pour des crédits à la consommation. Et surtout, une ligne qui me fit l'effet d'un choc électrique. Un retrait en espèces de 8 000 € effectué la semaine précédente. Tout cela avait été orchestré sous mon nom, utilisant probablement ma caution morale, pour éponger des dettes que je n'imaginais même pas. Je quittai la banque, le relevé plié soigneusement dans ma poche. J'étais trempé par la pluie, mais le froid que je ressentais venait de l'intérieur. Mon fils utilisait mon identité pour alimenter sa chute financière. Et derrière lui, j'entendais presque le rire de Soline, cette femme qui le poussait vers l'abîme. Je rentrai chez moi, le cœur battant à un rythme effréné. J'étalai le relevé bancaire sur ma table, juste à côté de la petite note trouvée dans l'escalier. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une logique impitoyable. Ils étaient acculés, endettés jusqu'au cou, et ma disparition devenait leur unique bouffée d'oxygène financière. À 17 heures, alors que je classais mes notes, on frappa à ma porte. 3 coups lents, réguliers. Je retins mon souffle, mon corps se tendant comme un ressort. « Madame Beaulieu ?» La voix était douce, timide. Je reconnus Léa,
l'étudiante en droit qui logeait à l'étage supérieur. Je déverrouillai la porte avec une prudence extrême. Elle se tenait là, son sac rouge à l'épaule, son parapluie dégoulinant sur le paillasson. Ses yeux cernés trahissaient une angoisse profonde. C'est moi qui ai laissé le mot dans l'escalier, chuchota-t-elle après s'être assurée que personne ne l'observait. Je closed fire. Mais, pourquoi? Pourquoi faire cela? Elle jeta un regard nerveux vers la cage d'escalier avant de poursuivre dans un souffle. Parce que je les ai entendus. Votre belle-fille et votre fils. Un soir, la semaine dernière, j'étais dans le couloir, leur porte était mal fermée. Ils parlaient d'un plan pour vous faire signer des documents. Et puis Soline a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Elle ne se réveillera même pas. Une nausée violente m'a submergée. Léa a serré mon bras de ses mains froides. Je ne pouvais pas me taire, Madame Beaulieu. Mais je vous en supplie, ne dites pas que cela vient de moi. J'ai peur d'eux. Je hochai la tête, incapable de proférer le moindre son. Elle s'éclipsa aussi vite qu'elle était apparue, me laissant seule avec cette sentence qui résonnait comme un glas. Ce n'était plus de la paranoïa. Il voulait m'éliminer. Le dîner de l'autre soir n'était que le premier acte manqué de mon exécution. Je repris mes esprits avec une lucidité glaciale. Je fis des copies de chaque document, le relevé bancaire, le message de Léa, les captures d'écran des SMS. Je préparai 3 enveloppes distinctes. Une pour Gérard, une pour Camille, une pour moi, dissimulées dans mon appartement. Si le sort devait m'atteindre, la vérité, elle, survivrait. La nuit suivante, le sommeil fut une nouvelle fois absent. Je restai assise dans mon fauteuil, la lumière allumée, le regard fixé sur la porte. J'avais peur, certes, mais cette peur s'était métamorphosée en une rage sourde et constructive. Mon propre fils, mon petit Benoît que j'avais nourri, protégé et aimé, complotait contre ma vie pour satisfaire l'avidité d'une femme sans âme. Au petit matin, mon reflet dans le miroir me surprit. Mes yeux étaient injectés de sang, mais ils brillaient d'une lueur nouvelle, d'une acuité prédatrice. Vous me croyez faible, murmurai-je à mon propre reflet, mais vous ignorez à quel point je suis prête. À cet instant, j'eus la certitude qu'une partie de ma personnalité, la mère dévouée et crédule, venait de mourir pour laisser place à une femme de loi et de justice. Le lendemain à 10 heures, je retrouvai maître Vasseur à son étude de la rue de la Liberté. Ses sourcils se froncèrent lorsqu'il examina le relevé de compte et le témoignage écrit que j'avais rédigé suite aux révélations de Léa. Il resta silencieux, ses doigts tapotant nerveusement sur le cuir de son bureau. « Evelyne, souffla-t-il enfin. C'est bien plus grave que ce que nous redoutions. Votre fils vous a exposé juridiquement à des dettes colossales, et il semble que Soline vous ait exposé physiquement à un danger immédiat. C'est mon propre sang, Gérard, dis-je d'une voix qui ne tremblait plus. Comment peut-on en arriver là? L'argent est un acide qui dissout les âmes les plus faibles, répondit-il avec une tristesse sincère. Et Soline semble être le catalyseur de cette corruption. Nous devons agir avant qu'il ne tente un nouveau passage à l'acte. Il saisit son téléphone de bureau et composa un numéro de mémoire. Commissaire Roche? Oui, c'est maître Vasseur. Je souhaite vous voir en toute urgence concernant une de mes clientes, Madame Beaulieu. Il s'agit d'une menace imminente dans un cadre familial. C'est extrêmement sérieux. Moins d'1 heure plus tard, nous étions installés dans le bureau du commissariat de Dijon. Face à nous, le commissaire Roche, un homme au regard franc et aux cheveux poivre et sel, nous écouta sans nous interrompre. Je lui exposai les faits avec une précision millimétrée, les SMS anonymes, le détail du couvert manquant, la clé déplacée, les révélations de Léa et l'abîme financier découvert à la banque. Lorsqu'il eut terminé de prendre ses notes, il posa son stylo et me regarda droit dans les yeux. Madame Beaulieu, ce que vous décrivez est une tentative d'escroquerie familiale aggravée, doublée d'un projet criminel manifeste. Nous allons ouvrir une enquête immédiatement. Mais je vais être très clair, vous devez rester d'une discrétion absolue. Ne changez rien à vos habitudes. Ils ne doivent pas savoir que nous savons. J'acquiesçai, sentant pour la première fois que le poids de cette bataille ne reposait plus uniquement sur mes épaules. L'ordre commençait enfin à se mettre en marche. Ne changez rien à vos habitudes et, surtout, ne les affrontez pas directement pour l'instant, a martelé le commissaire Roche d'une voix sans appel. J'ai incliné la tête en signe d'assentiment,
bien que chaque fibre de mon être hurle l'envie de courir jusqu'à la villa de Benoît, de le saisir par les épaules et de le secouer jusqu'à ce que les souvenirs de son enfance, de cette innocence que je croyais éternelle, lui reviennent en mémoire. Le commissaire a ajouté d'un ton plus protecteur. Nous allons placer une surveillance discrète autour de votre immeuble. De plus, je vais demander au procureur le gel immédiat de vos comptes pour toute intervention extérieure. Vous êtes en sécurité, Madame Beaulieu. Du moins, pour l'instant. En quittant le commissariat, j'étais habité par un mélange de sensations contradictoires. Une peur viscérale qui me tordait les entrailles, un soulagement fragile et une colère qui commençait à bouillir sous ma peau. Gérard, mon vieil ami, m'a glissé à l'oreille alors que nous marchions sur le pavé humide de Dijon. Tenez bon, Evelyne. Il ne se doute de rien. Restez cette mère effacée qu'il croit connaître. Mais dès l'après-midi, l'étau s'est resserré. Mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de mon fils, Benoît. Sa voix, qu'il s'efforçait de rendre mielleuse, vibrait d'une nervosité qu'il parvenait mal à dissimuler. Maman, tu n'avais pas l'air dans ton assiette ces derniers temps. Soline et moi pensions venir dîner chez toi demain soir. Ça te ferait du bien de voir du monde, tu ne crois pas? Je suis resté un long moment sans répondre, le combiné pressé contre mon oreille comme une arme chargée. Ce n'était pas une invitation chaleureuse, c'était une convocation, une manœuvre tactique. Son ton déguisait à peine une intention prédatrice. J'ai pris une profonde inspiration, forçant ma voix à rester stable, neutre, presque fragile. Oui, bien sûr, Benoît. Ce serait charmant. À demain, alors. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser échapper l'appareil. Cette fois, ils ne m'attiraient pas sur leur terrain, ils venaient chez moi, au cœur de mon dernier refuge. Le lendemain, j'ai préparé mon appartement avec une minutie de metteur en scène. Une nappe de damas propre, quelques bougies pour adoucir l'atmosphère, un repas simple mais soigné. Cependant, derrière ce décor de « vieille maman dévouée », une autre réalité se mettait en place. Dans le buffet du salon, dissimulé entre deux piles de linge de maison, j'avais installé un dictaphone et une caméra miniature fournie par le commissaire Roche. Chaque mot, chaque respiration, chaque geste suspect de cette soirée serait gravé, transformé en une preuve irréfutable. À 19 heures précises, la sonnette a retenti. Un bruit sec, impérieux. J'ai ouvert la porte. Benoît est entré le premier, les traits crispés sous un sourire artificiel qui ne parvenait pas à masquer son malaise. Soline le suivait de près, impeccable dans une robe sombre d'une élégance austère. Son parfum, capiteux et froid, a immédiatement envahi mon couloir comme une fumée toxique. Comme c'est charmant. S'est-elle exclamée en balayant la pièce d'un regard scrutateur. Tu as vraiment fait un effort, Evelyne. C'est presque touchant. Je leur ai servi du vin, une bouteille que j'avais pris soin de déboucher sous leurs yeux, une précaution que je m'étais juré de ne jamais négliger. J'ai bu la première gorgée, les fixant par-dessus le bord de mon cristal. Soline a esquissé un petit sourire ironique, un pli de mépris au coin des lèvres. Benoît, quant à lui, semblait incapable de rester immobile, tripotant sans cesse sa serviette de table. Les premières minutes se sont étirées en banalité forcée, une comédie grinçante où chacun jouait son rôle. Puis, Soline a lancé l'assaut d'une voix doucereuse, celle qu'on utilise pour rassurer un enfant ou un malade. Tu sais, Evelyne, nous nous inquiétons énormément pour toi. À ton âge, vivre seule dans cet appartement, c'est devenu risqué. Si jamais il t'arrivait quelque chose, une chute, un oubli, tout deviendrait si compliqué à gérer pour Benoît. J'ai posé lentement mon verre sur la nappe. J'ai fixé son visage lisse, cherchant la moindre faille dans son masque de porcelaine. C'est très aimable de votre part de vous soucier de ma santé, Soline. Mais ne vous tourmentez pas. Je prends mes précautions. Je suis plus lucide que vous ne semblez le croire. Un silence pesant s'est abattu sur la table. Benoît a toussaillé, fuyant mon regard. Justement, maman, on se disait que ce serait plus simple, pour nous tous, si tu signais quelques documents. Juste pour nous permettre de t'aider à gérer tes affaires au cas où, une simple prévoyance. J'ai senti ma gorge se nouer, mais je suis restée impassible, maîtresse de mes nerfs. Quels documents, Benoît? Ai-je demandé d'une voix que je voulais la plus douce possible.
Soline a alors extrait de son sac de marque une chemise cartonnée. Elle l'a ouverte avec une sorte de délectation gourmande. Rien de grave, je t'assure. Une procuration bancaire générale et un avenant pour ton assurance vie. Pour simplifier les choses, au cas où tu ne serais plus en état de te déplacer. Elle a déposé les feuilles devant moi, son regard brillant d'une impatience prédatrice. J'entendais presque son souffle se retenir, suspendu à mon mouvement. J'ai esquissé un sourire, un vrai cette fois, froid et lucide. Merci, Soline. C'est très prévoyant. Je vais les garder et je les lirai tranquillement après votre départ. Je vous donnerai ma réponse plus tard. Le visage de Benoît a blêmi instantanément. Soline, elle, a gardé son sourire figé, mais ses yeux ont lancé des éclairs de rage pure. Voyons, Evelyne, ne sois pas ridicule. Tu peux signer tout de suite. C'est une pure formalité administrative, ça ne prend que 10 secondes. Pourquoi attendre? J'ai saisi le stylo qu'elle me tendait avec une insistance presque agressive. Je l'ai fait tourner entre mes doigts, observant la pointe de métal. Puis, je l'ai laissé tomber délibérément sur la table. J'ai levé les yeux vers eux, plantant mon regard dans le leur. Vous savez, je n'ai pas passé 40 ans dans une médiathèque sans apprendre à lire entre les lignes. Je ne suis pas né d'hier, et je n'ai absolument aucune intention de disparaître pour vous faciliter la vie. Ni aujourd'hui, ni demain. Le silence qui a suivi était glacial, assourdissant. Benoît a baissé les yeux, accablé par la honte ou la peur. Soline, elle, s'est raidie, son masque de belle-fille parfaite se fissurant l'espace d'une seconde pour laisser entrevoir une haine brute. Mais je savais que chaque mot, chaque inflexion de voix, chaque geste de mépris était désormais consigné sur mes enregistrements cachés. Quand ils sont enfin partis, sans avoir obtenu la signature tant convoitée, j'ai verrouillé ma porte à triple tour. Je me suis effondré sur ma chaise, le corps tremblant d'un contre-coup violent. J'avais tenu bon. J'avais gagné une bataille, mais je savais que la guerre ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la gorge sèche et un goût amer dans la bouche, comme si j'avais réellement ingéré ce poison invisible qu'est la trahison. Les visages de mon fils et de Soline tournaient en boucle dans mon esprit. J'entendais encore le cliquetis du stylo sur la table, je revoyais le regard fuyant de Benoît et la froideur acide de sa femme. Mais au milieu de ce tumulte intérieur, une lueur de satisfaction persistait, dure comme du diamant. Je ne m'étais pas laissé piéger. À 9 heures, le commissaire Roche a frappé à ma porte. Il est entré d'un pas décidé, accompagné d'un jeune inspecteur en civil. Je leur ai offert un café, mes mains trahissant encore une légère fébrilité. Le commissaire a posé sur la table un petit boîtier noir. Nous avons récupéré vos enregistrements de la veille, Madame Beaulieu. J'en ai écouté une partie cette nuit. Vous avez été exemplaire. Le ton employé par votre belle-fille est sans équivoque. C'est de la pression psychologique, de la manipulation pure et simple pour obtenir une signature sous contrainte. J'ai senti mes yeux s'embuer malgré moi. Alors, vous allez agir? Vous allez les arrêter? Pas encore officiellement, a-t-il tempéré avec regret. Ce n'est pas suffisant pour caractériser une tentative d'homicide, mais c'est un premier pas crucial pour l'escroquerie. Continuez à coopérer avec nous, Evelyne. Restas Lucide. J'ai hoché la tête, comprenant que le temps de la justice n'était pas celui de la douleur. L'après-midi, j'ai reçu un appel totalement inattendu. C'était Camille, ma fille. Sa voix, d'ordinaire si calme, était vibrante d'une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à cacher. Maman, est-ce que tout va bien? Benoît vient de m'appeler de Dijon. Il m'a dit que tu te comportais de manière étrange, que tu avais des idées noires, que tu devenais paranoïaque. J'ai failli lâcher mon téléphone. L'infamie n'avait donc pas de limite. Quoi? Qu'est-ce qu'il a osé dire d'autre? Il prétend qu'il est très inquiet pour toi, que tu refuses toute aide et que tu te méfies de tout le monde sans raison médicale. Il m'a même suggéré de venir passer quelques jours ici pour surveiller ton état mental. J'ai compris instantanément leur nouvelle stratégie. Ils tentaient désormais de me faire passer pour sénile, de m'isoler en me discréditant auprès de ma propre fille. Si Camille, de bonne foi, se mettait à douter de ma santé mentale, tout mon château de cartes s'effondrerait. Écoute-moi bien, Camille, ai-je répondu d'une voix dont la fermeté m'a surprise moi-même. Je vais bien. Je suis fatiguée, certes,
Mais je n'ai jamais été aussi lucide de toute mon existence. Méfie-toi des paroles de ton frère. Et si tu décides de venir à Dijon, ne lui dis rien. Viens seul. C'est une question de vie ou de mort. Camille est restée silencieuse pendant quelques secondes, un silence qui m'a paru une éternité. Puis, elle a murmuré. Tu me fais peur, maman, mais je sens que tu dis la vérité. J'arrive ce week-end. Je prends le train depuis Lyon. En raccrochant, mes mains tremblaient à nouveau. Soline et Benoît tentaient de me couper de mes propres enfants, de me traquer comme une proie isolée. Mais cette fois, le prédateur allait tomber sur un os. J'avais désormais une alliée de mon côté. Le vendredi soir, en rentrant de quelques courses rapides, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de nom, pas d'adresse, juste un papier blanc anonyme. À l'intérieur se trouvait une photocopie froissée d'un document officiel. Je l'ai lu, et j'ai senti mon sang refluer de mon visage. C'était mon contrat d'assurance vie. Le bénéficiaire avait été modifié. À la place du partage équitable entre mes deux enfants, il n'y avait plus qu'un seul nom, Monsieur Benoît Beaulieu. Le montant garanti s'élevait à 300 000 €. Je n'avais jamais signé cette modification. Jamais. Je me suis assise lourdement sur ma chaise d'entrée, le souffle coupé. Quelqu'un avait osé falsifier ma propre signature. En observant les lettres maladroites, les courbes forcées qui tentaient d'imiter ma graphie, j'ai compris l'ampleur du gouffre. Ce n'était pas ma main qui avait tenu ce stylo. J'ai immédiatement appelé Maître Vasseur. Ce document est une falsification grossière, a-t-il déclaré après un long silence au téléphone. Mais le fait qu'il ait été déposé prouve qu'ils ont déjà franchi le point de non-retour. Evelyne, nous tenons là un élément accablant pour une procédure pénale. Je suis restée pétrifiée, ce morceau de papier tremblant entre mes doigts. Ils ne se contentaient plus d'attendre ma fin naturelle. Ils avaient déjà préparé le terrain pour s'emparer de tout dès que je ne serais plus là. Chaque détail était orchestré. Le lendemain matin, Camille est arrivée par le premier train de Lyon. En la serrant dans mes bras sur le quai de la gare, j'ai eu l'impression de retrouver un second souffle. Une fois installée dans mon petit salon, je lui ai tout raconté, sans rien omettre. Les messages anonymes du mystérieux protecteur, les pressions lors du dîner, l'avertissement courageux de Léa et enfin, cette falsification monstrueuse. Ses yeux se sont agrandis d'horreur pure. Mais maman, c'est criminel. C'est une tentative de meurtre déguisée en héritage. Tu ne peux plus rester seule une seule seconde. Je ne suis plus seule, ma chérie, ai-je répondu en pressant sa main. Toi, Gérard et le commissaire Roche, nous formons désormais un front uni. Nous allons leur résister jusqu'au bout. Camille a serré les dents, une lueur de détermination identique à la mienne brillant dans son regard. Benoît était si proche de moi quand nous étions enfants, je ne parviens pas à comprendre comment il a pu devenir ce monstre. Soline a su exploiter ses faiblesses, son envie d'argent facile, son orgueil. Et il a sombré, tout simplement. En fin d'après-midi, le téléphone a sonné. C'était Soline. Sa voix était d'une courtoisie glaciale, presque métallique. Evelyn, il paraît que tu reçois du monde. Quelle joie de voir que tu n'es pas si isolée que ça. Benoît et moi passerons demain après-midi. Il faut absolument que nous réglions cette histoire de papier une fois pour toutes. À demain. J'ai senti la main de Camille se crisper sur la mienne. Nous avons échangé un regard lourd de sens. Cette fois, l'affrontement final était inévitable. En raccrochant, j'ai su que le lendemain, tout basculerait. Soit je tombais dans leur dernier piège, soit je les mettais face à la justice. Et je me suis fait une promesse solennelle. Cette fois, je ne tremblerai plus. Le dimanche après-midi, le ciel de Dijon était lourd, d'un gris uniforme et oppressant, comme si la nature elle-même retenait sa respiration. Camille et moi avions passé la matinée à organiser l'appartement. Ce n'était pas un ménage de printemps, c'était une préparation de zone de combat. Nous avions mis à l'abri tout ce qui pouvait être compromettant. À 16 heures précises, la sonnette a retenti. Un carillon long, insistant, presque agressif. Mon cœur a bondi dans ma poitrine, mais je me suis redressée. Camille a posé une main rassurante sur mon bras avant d'aller se dissimuler dans le couloir, hors de vue. J'ai ouvert. Benoît était là, le visage fermé, les traits tirés par une anxiété visible. Derrière lui, Soline, élégante et hautaine,
dont les yeux brillaient d'une impatience mauvaise que son sourire ne parvenait plus à masquer. « Maman » a dit Benoît sans même me saluer. « Il faut qu'on se parle sérieusement. » Ils sont entrés sans attendre mon invitation. Soline a immédiatement balayé la pièce du regard, repérant avec une acuité de rapace la présence d'une deuxième tasse de café sur la table basse. « Alors, tu n'es pas seule, Evelyne ?» a-t-elle demandé avec un petit rictus méprisant. Avant même que je ne puisse répondre, Camille est sortie de l'ombre du couloir. Le visage de Soline s'est figé un instant, avant de reprendre son masque d'ironie. Oh, comme c'est touchant. La fille modèle qui vient à la rescousse de sa pauvre maman. Benoît a serré les poings, sa voix vibrant d'une colère contenue. Maman, il faut en finir avec ces enfantillages. Ces papiers doivent être signés. Maintenant. Je me suis assise calmement dans mon fauteuil, les fixant tour à tour avec un calme olympien. Quels papiers, Benoît? Ce que ta femme a tenté de me faire signer de force l'autre soir? Ou bien ceux que vous avez déjà falsifiés en imitant ma signature pour détourner mon assurance vie à votre seul profit? Le silence qui a suivi était d'une intensité insupportable. Les yeux de Benoît se sont agrandis de stupeur, mais Soline est restée implacable, le menton levé. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances, Evelyne. Ce sont des divagations de vieille femme. J'ai souri doucement, un sourire qui n'augurait rien de bon pour eux. Détrompe-toi, Soline, ai-je repris d'une voix dont la froideur m'a moi-même surprise. Tout ce qui s'est dit dans cette pièce depuis votre arrivée est enregistré. Et ces fameux documents que vous chérissez tant, les originaux, les preuves de vos manipulations, sont déjà entre les mains de maître Vasseur et du commissaire Roche. Benoît a blêmi instantanément, une part cadavérique envahissant ses traits. Mais Soline, fidèle à sa nature de prédatrice, a éclaté d'un rire bref, strident, qui a résonné comme un bris de verre dans mon salon. Vieille Rosie, tu crois vraiment que quelques gribouillis et un dictaphone de pacotille suffiront à nous arrêter? Personne ne prendra tes délires au sérieux, Evelyne. Tu es seule, tu es faible, et ta santé mentale est plus que douteuse. Elle s'est avancée vers moi, réduisant l'espace, son regard braqué dans le mien avec une intensité malveillante. Tu veux que je raconte à Camille comment tu perds la mémoire? Comment tu oublies sans cesse où tu ranges tes clés? Ou comment tu confonds les dates? Tu es senile, ma pauvre. Ton témoignage ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. C'est à cet instant que Camille a bondi hors de l'ombre. Sa voix a claqué dans la pièce comme un coup de fouet, faisant sursauter Benoît. Ça suffit, Soline. Je vous ai entendu hier au téléphone. Je sais exactement ce que vous tentez de construire contre maman. Si vous osez encore proférer une seule insulte, une seule menace, je porterai plainte personnellement pour harcèlement et abus de faiblesse. Benoît a levé les mains, un geste désespéré pour tenter de calmer la tempête, mais ses yeux fuyaient les nôtres, errant nerveusement sur les murs de mon petit appartement. Soline Reed. Peut-être qu'on est allé trop loin, a-t-il balbutié. Trop loin, a-t-elle sifflé en se tournant vers lui, les narines dilatées par le mépris. Pas assez loin, tu veux dire. Tu n'as jamais eu le courage de prendre ce qui te revient de droit. Tu resteras toujours ce petit garçon indécis. Je les observais, et je sentais mon cœur se déchirer en lambeaux. Mon fils, mon petit Benoît, se laissait dominer, broyer et manipuler par cette femme au point d'en oublier l'instinct le plus élémentaire, l'amour maternel. Pourtant, une fissure est apparue sur son visage. Ses lèvres tremblaient, et il semblait incapable de soutenir mon regard. Alors, j'ai saisi ma chance. Benoît, regarde-moi. Je suis ta mère. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai économisé durant mes 40 années à la médiathèque, je l'ai fait pour vous deux. J'ai sacrifié mon confort, j'ai vendu ma maison pour vous offrir cette villa à Dijon, et voilà comment tu me remercies, en me livrant aux griffes de cette femme. Il a dégluti difficilement, secouant la tête comme pour chasser un cauchemar, mais il n'a pas trouvé la force de répondre. Soline a alors posé sa main, lourdement chargée de bagues, sur son bras. C'était une chaîne invisible, une emprise psychologique totale. N'écoute pas ces pleurnicheries, Benoît. Elle dramatise tout, elle ne comprend rien aux enjeux financiers modernes. Elle est un obstacle à notre avenir. C'est à ce moment précis que le téléphone de Camille a vibré. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran avant de me le montrer discrètement. Commissaire Roche. Elle a décroché et a immédiatement activé le haut-parleur.
Oui, mademoiselle Beaulieu, a résonné la voix grave et assurée du commissaire dans le silence pétrifié de la pièce. Nous avons réalisé des avancées majeures dans l'enquête. Nos vérifications bancaires confirment que votre frère et son épouse ont tenté de déposer une procuration falsifiée au nom de votre mère. Les preuves sont désormais solides et documentées. Nous passerons dans la soirée pour recueillir vos dépositions officielles. Un silence de mort s'est abattu sur le salon. Soline est devenue livide, ses doigts se crispant sur le bras de Benoît jusqu'à lui faire mal. C'est un coup monté. A-t-elle craché, la voix brisée par une panique naissante. Vous ne pouvez rien prouver de concret. Au contraire, a répondu calmement le commissaire à travers l'appareil. Nous avons recueilli le témoignage d'une voisine, Léa, et les enregistrements que nous possédons déjà confirment vos intentions. Je vous conseille vivement de rester disponible pour les services de police. Camille a raccroché. Le visage de Benoît s'était littéralement décomposé. Il semblait vidé de toute substance, écrasé sous le poids de ses propres trahisons. Soline, elle, s'est redressée, le menton haut, mais ses yeux trahissaient une terreur qu'elle ne parvenait plus à contenir. « Tu crois que tu as gagné, vieille femme ?» a-t-elle murmuré d'une voix venimeuse. « Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable quand je suis acculée. » Un frisson m'a parcouru l'échine, mais je n'ai pas baissé les yeux. Ma décision était prise. L'ordre devait régner. Judgment, Soline. Je le sais maintenant. Et c'est pour cela que vous allez partir d'ici. Tout de suite. Ils ont quitté l'appartement en faisant claquer la porte, laissant derrière eux une odeur âcre de parfum coûteux et de haine recuite. Camille s'est effondrée sur le canapé, enfouissant ses mains dans ses cheveux. « Maman. Comment est-ce que c'est allé si loin ?» Je me suis assise près d'elle, posant ma main sur la sienne. Je l'ignore, ma chérie. Mais la vérité est enfin en marche. Et rien ne pourra plus l'arrêter. Le soir même, vers 20h, on a de nouveau frappé à ma porte. Cette fois, ce n'était pas la menace, mais l'autorité. 2 officiers en civil accompagnaient le commissaire Roche. Ils sont entrés avec une gravité qui a immédiatement saturé l'air. Camille et moi étions prêtes. Les enveloppes contenant les preuves étaient alignées sur la table comme des pièces à conviction. Roche m'a serré la main avec une déférence nouvelle. « Madame Beaulieu, il est temps de vous révéler l'ampleur de ce que nous avons découvert. » Il a extrait un dossier volumineux de sa sacoche de cuir. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents bancaires, des relevés d'échanges électroniques, et plus accablant encore, une clé USB. Voici l'extrait d'une caméra de surveillance d'une agence notariale de Dijon, a-t-il expliqué en lançant la vidéo sur sa tablette. On y voyait distinctement Benoît, assis face à un clerc de notaire, Soline à ses côtés, gesticulant avec animation. Lui, il gardait la tête basse, docile, tandis qu'elle poussait vers l'employé des documents portant ma signature falsifiée. Ils ont tenté de valider une procuration bancaire totale, a poursuivi Roche. Heureusement, l'employé a eu un doute sur la graphie et a gelé la procédure, mais la tentative de fraude est désormais gravée dans le marbre. J'ai senti ma gorge se nouer. Voir mon propre fils agir ainsi, tel un complice silencieux d'une spoliation aussi vile, m'a poignardé plus sûrement que n'importe quelle parole. Mais je n'ai pas détourné le regard. Ce n'est pas tout, a ajouté le commissaire. Nous avons épluché leur relevé de crédit. Votre fils est endetté à hauteur de 500 000 €. Leur villa est hypothéquée au maximum. Plusieurs échéances sont impayées depuis des mois. Si vous veniez à disparaître prématurément, votre assurance vie de 300 000 € aurait servi à combler ce gouffre financier. Camille a porté ses mains à sa bouche, étouffant un cri d'horreur. Moi, je suis restée de marbre, glacée par la confirmation de mes pires soupçons. Soline avait tissé une toile d'araignée financière et Benoît s'y était laissé enfermer, avant de décider de m'y sacrifier. Nous allons lancer une procédure judiciaire formelle, a conclu Roche. Mais j'ai besoin de votre déposition complète. Demain matin, au commissariat. J'ai acquiescé. La décision était irrévocable. Je n'étais plus une mère blessée cherchant des excuses. J'étais une plaignante exigeant que justice soit faite. Quand les policiers sont partis, la nuit a repris ses droits sur Dijon. Camille m'a apporté une couverture, mais le sommeil m'a fui une fois de plus. Les images de Benoît enfant défilaient dans mon esprit. Son rire clair, ses bras potelés autour de mon cou, la fierté dans ses yeux lors de sa remise de diplôme.
Comment cet enfant était-il devenu cet homme capable de prêter la main à mon exécution sociale et physique? Au petit matin, j'étais déjà prête. Mes cheveux étaient tirés en un chignon strict, mon dossier sous le bras. Camille aimait accompagner. Le commissariat sentait la poussière, le café froid et le papier humide. Dans une petite salle d'interrogatoire, un greffier a consigné chacun de mes mots. J'ai tout raconté, sans omettre le moindre détail. Du premier SMS anonyme à la sensation de malaise lors du dîner, jusqu'à la découverte de la trahison financière. Chaque phrase prononcée agissait comme une libération. À la fin, le commissaire Roche a posé sa main sur la table. Madame Beaulieu, nous allons convoquer votre fils et sa femme pour une audition immédiate. Mais je dois vous prévenir, il est fréquent que dans ces cas-là, les complices se rejettent la faute. J'ai fermé les yeux, sentant une immense lassitude. S'il me rejette, moi, sa mère, alors il sera perdu pour l'éternité. Le soir même, j'ai reçu un appel de Roche. Sa voix était plus sombre que d'ordinaire. Nous avons interrogé Benoît. Il a craqué sous la pression. Il a tout avoué. J'ai cru que mes jambes allaient se dérober. Tout. Oui. Les dettes, la falsification, le projet de captation d'héritage. Mais surtout, il a admis que Soline avait envisagé de vous administrer une forte dose de médicaments lors d'un prochain dîner. Une intoxication médicamenteuse glissée dans votre verre de vin pour simuler un arrêt cardiaque naturel dans votre sommeil. Je suis restée pétrifiée, la main crispée sur le téléphone. La menace n'était pas une vue de l'esprit, elle était réelle, planifiée, imminente. Benoît prétend qu'il n'aurait jamais eu le courage de passer à l'acte, qu'il espérait encore vous convaincre de signer. Mais Soline, elle, était prête à franchir la ligne rouge. J'ai senti les larmes couler enfin. Ce n'étaient pas des larmes de peur, mais une tristesse infinie. Mon fils avait été assez lâche pour laisser planifier ma mort, mais pas assez fort pour s'y opposer. Camille m'a serré dans ses bras. Maman, tú es en viernes. C'est tout ce qui compte désormais. Envie, oui, murmurai-je d'une voix brisée. Mais à quel prix? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi d'un sommeil sans rêve. La vérité, aussi atroce soit-elle, était enfin sortie de l'ombre. Le procès s'est tenu quelques mois plus tard, au tribunal de grande instance de Dijon. Ce bâtiment imposant, que j'avais toujours observé avec une certaine distance, m'est apparu ce jour-là comme la forteresse où je devais déposer mon fardeau. Dans la salle d'audience, Soline a avancé la première. Elle était toujours impeccable, vêtue d'une robe sombre, les cheveux relevés avec un soin maniaque. Mais son masque de froide assurance ne trompait plus personne. Ses yeux brillaient d'une rage impuissante et ses lèvres trahissaient un tremblement nerveux. Benoît la suivait, la tête basse, les épaules affaissées dans un costume trop large pour lui. Il avait accepté de collaborer avec la justice, espérant une peine réduite, mais il évitait soigneusement mon regard. Il était incapable de soutenir les yeux de celle qu'il avait mis au monde. Gérard était assis à mes côtés, Camille derrière moi, sa main posée sur mon épaule comme une ancre de salut. L'audience a duré des heures éprouvantes. Les juges ont examiné les enregistrements, les documents falsifiés, les expertises graphologiques. La voix de Soline, captée par mon dictaphone dissimulé, a résonné dans la salle, glaciale. Elle ne se réveillera même pas, un frisson d'horreur a parcouru l'assistance. Benoît, livide, a caché son visage dans ses mains. Quand est venu mon tour de témoigner, je me suis levée avec une dignité que je ne me soupçonnais pas. Ma voix a tremblé au début, puis elle est devenue claire, précise, implacable. J'ai raconté le harcèlement psychologique, la sensation d'être devenue invisible dans ma propre famille, et la manière dont j'avais dû me transformer en enquêtrice pour sauver ma propre vie. J'ai expliqué comment la peur s'était muée en une vigilance froide. Soline m'a lancé un regard assassin, chargé d'une haine pure. Benoît, lui, sanglotait en silence. Lorsque la présidente du tribunal a rendu son verdict, j'ai ressenti une étrange sensation. Ce n'était pas l'euphorie d'une victoire, mais une immense respiration intérieure. Le poids qui m'oppressait depuis des mois s'est évaporé. Soline a été condamnée à une peine de prison ferme pour tentative d'escroquerie aggravée et préméditation d'actes criminels. Benoît a écopé d'une peine avec sursis, assortie d'une obligation de remboursement et d'un suivi strict,
sa collaboration ayant été retenue en sa faveur. À la sortie de l'audience, il s'est approché de moi, la voix brisée par les sanglots. « Maman, je suis tellement désolé, pardonne-moi. » Je l'ai regardé longuement, cherchant en vain le petit garçon aux billes dans ses traits d'adulte ravagés. J'aurais voulu le serrer contre moi. Mais entre nous, un abîme s'était creusé, un fossé rempli de mensonges et de poison. « Tu n'as pas eu le courage de me tuer, Benoît, ai-je murmuré. Mais tu n'as pas eu non plus celui de me protéger. La justice a fait son œuvre. Désormais, l'ordre est rétabli. » Les semaines suivantes, j'ai repris peu à peu le cours d'une existence apaisée. Camille vient me voir très souvent depuis Lyon, et nos conversations, désormais libérées du poids du secret, ont redonné des couleurs à mon quotidien. Léa, l'étudiante qui m'avait sauvé la vie, est passée prendre un café. Elle m'a dit avec timidité. « Vous m'avez donné une véritable leçon de courage, Madame Beaulieu. » J'ai souri, touché au plus profond de moi. En réalité, Léa, je n'ai fait que survivre. Mais survivre, c'est parfois le plus grand des combats. Un soir, seul dans mon salon baigné par la lumière du crépuscule sur Dijon, j'ai pris la plume. Je voulais laisser un message, non seulement pour Camille, mais pour toutes celles qui, comme moi, se sont longtemps emmurées dans le silence par amour ou par habitude. On nous croit fragiles parce que nos cheveux ont blanchi et que nos mains sont marquées par le temps. On nous croit dociles parce que nous parlons bas, parce que nous préparons des repas de fête et que nous chérissons nos petits-enfants. Mais c'est une erreur fondamentale. Derrière chaque ride se cache une cicatrice. Derrière chaque silence se tapit une force que personne ne soupçonne. J'ai été trahi par mon propre sang. J'ai vu ma belle-fille rêver de ma faim comme d'un profit facile. Mais je suis toujours debout. Et je veux dire à toutes les femmes de mon âge, n'ayez plus jamais peur. Notez tout. Parlez. Protégez-vous. N'attendez pas que la vérité se manifeste d'elle-même, car elle a parfois besoin d'un coup de pouce. Imposer sa dignité n'est pas une vengeance. C'est une question de justice. On peut vieillir, c'est inéluctable, mais on ne doit jamais accepter de devenir invisible. J.I. posait ma plume. Dans le silence souverain de mon appartement, j'ai senti la présence de mon mari disparu, comme une caresse légère sur mon épaule. J'étais veuve, certes, mais je n'étais plus seule. J'avais retrouvé ma voix, et plus jamais je ne permettrai qu'on l'étouffe. Ce n'était pas de la vengeance. C'était l'ordre des choses.